Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir mes camarades, mes amis. Comment vous nommer, je ne sais plus, les mots me manquent. L'actualité du soir, c'est la dette, le boulet national à 3 400 milliards d'euros et la némésis du Premier ministre François Bayrou qui engagera la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre prochain à l'Assemblée nationale autour précisément de la dette et de l'urgence à la réduire. Cette charge dont nous accablons aujourd'hui les Français qui sont au travail, cette charge-là, elle va écraser les initiatives. Associée à l'effondrement démographique, elle va mettre en péril le contrat social du pays. La Cour des comptes a même estimé que la dette publique était une menace quasi existentielle pour notre pays. Alors comment la faire diminuer? Qui doit faire des efforts? Les retraités, les plus fortunés, les entreprises, l'État? On en débattra ce soir avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Oui, en écho à la loi de 2023, Elisabeth, sur la restitution des restes humains qui sont conservés dans les collections publiques. Eh bien voilà, c'est fait. Des crânes ont été rendus aux autorités de Madagascar. Une histoire coloniale, donc. Et vous, Marie? Moi, je trouvais une méthode originale pour conseiller des films et des séries. La plateforme de streaming Netflix a créé toute une liste d'œuvres en fonction de vos signes du zodiaque. Et comme d'habitude, les Verseaux se font avoir, vous verrez. C'est vous, ça, évidemment. À tout à l'heure. Et pour commencer, comment prévenir les noyades estivales? 268 personnes se sont noyées en France, mortes noyées depuis le 1er juin. Et la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Apprendre à nager dès le plus jeune âge n'est donc plus élémentaire. Pour en parler, pour tenter de trouver des solutions, un grand nageur et prof agrégé d'éducation physique, Emmanuel Auvray, nous rejoint tout de suite. Emmanuel Auvray, bonsoir. Je vous présente Alain Ndiaye et Benjamin Sportouche. On va évoquer avec vous ce problème de santé publique lié à la natation, à l'absence de compétences natatoires, comme on dit, et puis aussi des drames intimes liés à ces noyades. Mais une question, puisque vous êtes un professeur et un grand nageur, vous avez appris à nager à quel âge et quand et où ? Alors, ça va peut-être paraître paradoxal, mais jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais un sujet aquaphobe et j'ai démarré la natation très tardivement. Oui. Et puis ensuite, ayant découvert le plaisir de l'eau, j'ai poursuivi jusqu'à la natation sportive, jusqu'à avoir un petit niveau national. Oh, je sens la modestie. À mon avis, il y a eu quelques médailles, mais nous n'en dirons pas plus ce soir. On va évoquer avec vous donc ces problématiques autour des noyades. Il y en a de plus en plus. C'est le sujet du profil idéal de Gaël Legras. Emmanuel Auvray, vous êtes professeur agrégé d'éducation physique et sportive, chercheur en histoire du sport et spécialiste de la natation. Cet été, 268 personnes ont perdu la vie par noyade entre le 1er juin et le 13 août. Parmi eux, 37 enfants ou adolescents, soit 9 de plus qu'en 2024 sur la même période. Quelle solution adopter afin d'endiguer cette tendance à la hausse? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Vous le rappelez, depuis 2006, dans le cadre du socle commun, les élèves doivent quitter le collège en ayant obtenu une attestation scolaire dite du savoir nager. Pourtant, dans une tribune du 2 août dernier, les champions du monde de natation Florent Manodou et Alain Bernard précisent que un collège ou lycée sur 7 n'a pas accès à une piscine, notamment ceux situés en zone rurale et dans les banlieues défavorisées. En cause, la vétusté des établissements qui ont en moyenne une quarantaine d'années. Ils réclament donc un plan piscine qui comprendrait la construction de nouveaux modèles sobres en énergie et tournés vers l'apprentissage de la natation. Là où les élèves les moins favorisés ne savent pas encore bien nager, des stages gratuits d'aisance aquatique sont d'ailleurs parfois organisés, comme ici par une communauté d'agglomération de l'Est parisien. Alors là, ce qu'on va faire, on va bien prendre de l'air et on va lever les deux bras en l'air et on va se laisser tomber dans l'eau. Vous allez voir la magie, c'est qu'on remonte tout seul. Vous aussi, vous réclamez la construction de nouveaux établissements. Une piscine, ça a un coût. Mais pour lutter contre la noyade, ça n'a pas de prix, précisez-vous. Vous militez également pour un permis de nager, un outil de prévention qui permettrait aux nageurs d'apprendre à s'adapter à l'environnement, mer, lac ou eau courante. Car, comme le rappelle ce maître nageur sauveteur des Landes, quand on n'est pas au courant du danger, on ne sait pas le reconnaître et donc on ne sait pas y remédier. Donc en fait c'est ça, nos principales actions c'est de la prévention. Enfin, dans leur tribune, Florent Manodou et Alain Bernard concluent. Les JO de Paris ont dégagé 75 millions d'euros d'excédent. Une partie de cette somme pourrait être affectée à la lutte contre les noyades et à l'apprentissage de la natation.
On va parler avec vous tout à l'heure du plan piscine, Emmanuel Auvray, mais là, on constate qu'il y a une hausse des noyades d'enfants et d'adolescents dans les cours d'eau, notamment depuis juillet 2025. L'eau vive et les lacs, avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'aller se rafraîchir. C'est absolument affolant. Oui, c'est affolant. Alors, on a quand même des éléments d'explication, c'est-à-dire que quand il y a des effets de canicule, on a de manière mécanique plus de gens qui vont se rafraîchir dans l'eau. On a eu aussi l'effet Covid, c'est-à-dire des enfants qui aujourd'hui arrivent à l'adolescence et qui n'ont pas eu pendant 2 années des cours de natation, donc bien évidemment, ils sont moins armés pour nager. Et puis, on a aussi, dans de nombreux territoires, des piscines qui, en raison de la crise, on va dire, énergétique, ont fermé et ont bien évidemment mécaniquement supprimé des heures de cours de natation. Donc quand vous additionnez tous ces éléments-là, ça peut en partie expliquer cette augmentation du nombre de noyades qui reste dramatique. Dramatique. Et alors vous faites remarquer que les gens qui se noient ne sont pas tous des gens qui ne savent pas nager. Oui, ça a l'air paradoxal. Mais... C'est paradoxal, mais selon les statistiques données notamment par Santé publique France, on est sur uniquement à peu près 10% de gens qui ne savent pas nager et qui se noient, et souvent dans les tranches d'âge les plus jeunes. Les autres personnes qui se noient, on a aussi des éléments qui permettent de l'expliquer. Ce sont des gens qui sont âgés, qui n'adaptent pas forcément leur natation et qui se baignent dans des lieux ou des horaires ou des endroits qui ne sont pas surveillés, plus surveillés. Donc là, ça renvoie plus à la question, non pas tant d'apprendre à nager, mais aussi toute une éducation autour de la prévention. Là, en ce moment, sur la côte atlantique, il y a une houle cyclonique avec des vagues qui peuvent atteindre 5 mètres de haut, des plages qui ont été évacuées. Donc ça, typiquement, c'est le contexte où, par curiosité, des gens peuvent venir se dire « je vais nager » et vont se faire emporter par les vagues. Alors, tout le temps qu'ils respectent les horaires avec une surveillance et en restant dans un espace qui est adapté, il n'y a pas de risque. Mais s'ils vont effectivement se baigner quand la surveillance n'est pas là ou des endroits qui sont interdits, bien évidemment, c'est à leur risque et péril. Mais on ne devrait pas rendre obligatoire l'apprentissage de la natation à la fin du collège. C'est pas ça qui est obligé par le ministère de l'Éducation nationale, par exemple ? Pour remonter à une époque beaucoup plus ancienne pour expliquer le présent, dans les débats parlementaires de 1789, les députés avaient déjà prévu de rendre obligatoire la natation. Elle a toujours été sous des formes différentes. Depuis 2006, elle est obligatoire dans le sens commun à la suite de l'aisance aquatique, mais il y a effectivement l'attestation du savoir nager ne permet pas toujours, d'un point de vue préventif, de préparer à tout. C'est-à-dire que vous passez un savoir nager dans une piscine, dans un milieu sécurisé, chauffé avec des maîtres nageurs, et l'essentiel des noyades se déroule, comme on le voit, 40% à la mer, 24% dans des cours d'eau qui sont en général pas surveillés, et 14% dans des lacs. Et alors, étonnamment, le champion, le dauphin, le phénomène Léon Marchand dit de temps en temps, nager en mer, ça me fait peur. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez des nageurs de haut niveau comme Léon Marchand peut l'être et d'autres. On est tellement habitué à nager 2 fois par jour dans une eau chaude, surveillée, translucide, avec tout un environnement. Quand vous basculez à la mer, dans un environnement anxiogène, avec une eau qui n'est pas transparente, avec des courants, effectivement, ça peut créer une situation d'anxiogène, voire créer jusqu'à un aquastress, qui est une des raisons, on appelle ça des raisons pour lesquelles les gens se noient quand ils prennent, je dirais, la mauvaise habitude d'aller nager à la bouée des 300 mètres, un conseil qu'on peut-être pourrait éviter. Très bien. Alors, il y a une entreprise française, on va voir ce que vous en pensez, on va en parler avec Anna, qui a développé un t-shirt anti-noyade. Oui, que vous connaissez peut-être, je vous le présente, Flotti, le t-shirt anti-noyade, grand gagnant, Flotti, grand gagnant du concours Lépine en 2023. C'est un t-shirt qui se porte hors de l'eau, ce n'est absolument pas un gilet de natation. Vous allez voir, par exemple, quand un enfant sans surveillance s'approche du bord d'une piscine et qu'il veut attraper un objet comme ici, et qu'il tombe accidentellement, eh bien, le t-shirt va immédiatement se gonfler au contact de l'eau. L'enfant va être positionné sur le dos, la tête hors de l'eau, et tout ça en moins de 5 secondes. C'est un t-shirt qui coûte quand même 149 €, mais il est surtout particulièrement utile dans les piscines privées qui ne sont pas surveillées par des professionnels. C'est souvent de la surveillance familiale. Et selon Santé publique France, dans 7 cas sur 10, les noyades d'enfants de moins de 6 ans se passent justement dans ces piscines privées. Alors en revanche, il faudra quand même continuer à mettre des brassards à votre bambin pour aller dans l'eau parce que ce t-shirt ne vous apprend pas à nager. Alors on comprend évidemment cette utilité, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que ça retarde l'apprentissage de la nage selon vous ? Non, c'est un complément autour d'un équipement qui permet effectivement de répondre à la première tranche d'âge qui est la plus touchée dans des piscines familiales et privatives dans lesquelles parfois
c'est pas toujours bien sécurisé, où il y a une défaillance de surveillance des parents. Non, il faut pas se priver de cet instrument-là qui va apporter une réponse. Après, il n'empêche en rien de développer ensuite, sous différents formats, à l'école ou dans les clubs, les enseignes aquatiques et le savoir nager. Non, il ne faut pas s'en priver. C'est un complément qui permet d'apprendre de répondre à cette tranche d'âge-là. Oui. Emmanuel Auvray, vous qui avez une approche aussi historique sur tout ce rapport à la natation en France, vous faites remarquer que jusqu'au XVIIIe siècle, l'apprentissage avec les enfants, ça se faisait avec des câbles et des poulies. Le corps était docilisé dans l'eau. Effectivement, si on ramène simplement au temps de l'école, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, où on décide de rendre obligatoire la gymnastique scolaire et la natation, à une époque où on n'a pas de piscine en France, puisque la première qui est construite, c'est 1884 à Château-Landon, il faut bien développer des stratégies d'enseignement qui soient adaptées à la culture scolaire. Donc la culture scolaire, c'est un prof, une masse d'élèves et qu'il faut surveiller, quadriller. Donc on va faire de la gymnastique aquatique sans eau, on va apprendre à nager dans la cour de récréation, et puis progressivement, on va développer sur le modèle de l'armée le fameux chevalier natateur, des systèmes collectifs où on va suspendre les élèves. Et donc, si on l'analyse avec les outils de Michel Foucault, effectivement aussi on retrouve le quadrillage des corps, la gouvernementalité des corps, pour construire l'ordre social à une époque où les républicains veulent construire l'école qui va permettre de construire la République. Et l'armée. Et l'armée. Et le modèle, d'ailleurs, est emprunté à l'origine à l'armée. Et dites, par rapport à nos voisins européens, on est vraiment mal doté en nombre de piscines ou pas en France? Alors oui, tout le début du XXe siècle, la France a un retard considérable. En 1920, pour vous donner un ordre de grandeur, la France a à peu près une quinzaine de piscines chauffées utilisables à l'année, alors que l'Angleterre en a 800, presque 1000. Et donc ça arrivera tardivement. Il y a un premier plan piscine en 70 ? Oui, les lois de programmation avec le plan des 1000 piscines, dans une époque et un contexte historique où on va essayer de rendre les Français plus sportifs, mais aussi de fabriquer des nageurs, puisqu'on rentre dans un contexte de guerre froide où il faut effectivement que la France rayonne, et aussi à une époque où il y a une massification de l'enseignement, et notamment une éducation physique qui va se sportiviser avec des épreuves sportives. Ce qui sera aussi un levier pour construire des piscines qui permettent de préparer une épreuve qui n'est pas celle d'avant, puisque l'épreuve devient à 50 mètres chronométrée. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui vont pousser vers une massification de la pratique, une sportivisation de la pratique, qui va forcément réclamer des installations sportives qu'on ne va pas, à une époque où le général de Gaulle souhaite aussi que la France rayonne par le sport. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, puisque dès 1934, déjà, il était attaché à une éducation sportive. Une dernière question, on va faire un débat tout à l'heure sur la dette publique abyssale. Vous faites remarquer, et vous n'êtes pas le seul, que nager régulièrement permet de se maintenir en bonne santé, donc d'éviter aux gens qui nagent d'aller chez le médecin, donc ça permet d'alléger les finances de la sécurité sociale, donc ça empêche que le trou de la sécurité sociale, presque 20 milliards l'année prochaine, se creuse encore un peu plus. Donc on nage pour ne pas couler économiquement aussi. Bien évidemment. Alors on regarde toujours les piscines du point de vue du déficit, entre 300 000 euros et 1,5 million pour les plus grosses structures, mais on ne regarde jamais en face ce qu'elles apportent en termes d'économie de santé ou de bien-être. Santé publique, elles sauvent des vies. On sait que quand on investit 1 euro dans une activité physique, finalement, en termes de santé publique, on économise 6. Donc on pourrait effectivement considérer qu'on pourrait avoir un vase communicant. Le ministère de la Santé, de manière un peu caricaturale, pourrait reverser 1 euro sur chaque entrée, puisque c'est de la santé en acte, sans compter que ce sont aussi des gens qui se portent mieux, qui reprennent le métro et qui font à nouveau plein d'activités physiques qu'ils ne font plus. Et je pense aussi à la France qui vieillit. C'est aussi des gens qui retrouvent de la convivialité sur des activités aquatiques. Emmanuel Auvray, il y a quelqu'un à Matignon qui attend vos conseils. Là, ce serait le moment, ça urge un peu, de donner quelques conseils pour ne pas couler au niveau budgétaire. Merci infiniment, vous êtes passionnant. À mon avis, vos élèves sont enchantés de vos cours. Et je signale votre ouvrage, Eugène Maes, 1890-1945, aux éditions du Volcan, un type hors norme. Merci infiniment d'être venu sur Arte. On va passer précisément à ce débat sur l'ardoise, le déficit, la criarde. Bref, en 5 lettres, la dette à 3 400 milliards d'euros, la dette publique française qui explose. Tout le monde s'entend sur le constat, elle plombe, la France, mais pas sur les solutions pour l'alléger. Qui doit faire quoi? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Le compteur de la dette publique ne cesse de grimper chaque seconde. Plus de 3 411 milliards d'euros ce soir. Une dette de plus en plus coûteuse, car pour emprunter, l'État doit payer des taux d'intérêt de plus en plus élevés sur les marchés. Et paradoxalement, les dernières déclarations de François Bayrou sur le danger du surendettement n'ont rien changé, au contraire. On voit quand même une augmentation sur 2 jours qui est assez forte. Du coup, on voit qu'il y a une tension sur la partie obligataire. Et donc, du coup, ça veut dire que la France emprunte plus cher aujourd'hui depuis les annonces de François Bayrou.
Des annonces perçues comme alarmistes et parfois même culpabilisantes. Pour alerter sur les dangers de l'endettement, François Bayrou a appelé lundi les Français à une prise de conscience, estimant qu'ils profitent largement des deniers publics depuis trop longtemps. Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Et la vérité, c'est que la dette, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, mais qui exactement? Qui devrait rembourser? Les plus riches, les entreprises ou encore les retraités? Oui, des gens qui ont des retraites significatives, évidemment que ça me semble nécessaire. C'est normal, je trouve que tout le monde doit participer, mais qu'on fasse participer de préférence les retraités les mieux lotis et pas forcément les plus pauvres. Si les Français reconnaissent la gravité de la situation, les derniers sondages montrent que beaucoup espèrent échapper aux coupes budgétaires ou aux hausses d'impôts. Dans la presse, le gouverneur de la Banque de France préconise un vrai débat public et un effort le plus juste et partagé possible. Alors, qui est vraiment prêt à faire des efforts pour réduire la dette? Une question brûlante pour nos trois invités. Arthur Jatteau, bonsoir, maître de conférences en économie à l'Université de Lille. Vous êtes membre du collectif des économistes atterrés et vous avez participé à la dette publique, un précis d'économie citoyenne qui a été publié dans la collection Point. Selon vous, il n'y a pas de problème avec la dette. Tout le monde va bondir, surtout votre invité de droite. Nous sommes en mesure de la rembourser. Ce serait indécent de demander des efforts aux salariés ou aux retraités, mais pas aux plus riches. Erwan Tison, bonsoir, économiste. Dernier ouvrage des robots, Les robots, mon emploi et moi, chez MA Éditions. Selon vous, le problème avec la dette actuelle, c'est qu'elle sert principalement à financer les retraites et les dépenses de fonctionnement de l'État. C'est sur ces postes qu'il faut absolument faire des économies. Et à côté de vous, Adélaïde Zulfi-Karpacik, bonsoir, directrice générale du pôle société Ipsos BVA. Vous êtes experte associée à la Fondation Jean Jaurès. Dernier essai, Réhumaniser la société de l'absence aux éditions de l'Aube. Selon vous, les Français sont conscients que la dette est trop élevée, c'est une de leurs principales préoccupations, mais ils ne sont pas prêts à faire des efforts. On l'a vu avec le débat sur la suppression des 2 jours fériés qui avaient été évoqués depuis quelques semaines par le gouvernement. Et on démarre avec la déclaration du jour. Elle est signée du ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard. Pas d'inquiétude majeure à avoir selon lui malgré l'état de notre dette. Nous ne sommes aujourd'hui, dit-il, sous la menace d'aucune intervention, ni du FMI, le Fonds monétaire international, ni de la BCE, la Banque centrale européenne. Erwan Tison, vous êtes d'accord avec ça? Il a raison, pas d'alerte rouge? Oui, il avait dit l'inverse dans la matinée, mais... Il a rectifié, c'est vrai, sur Twitter. Après. Il a rectifié sur... alors, effectivement, ça occupe des bandeaux dans les médias, mais aujourd'hui, ni le FMI ni la BCE ne sont à nos portes. Déjà, il faut savoir que s'il y avait au jour de demain un incident de crédit, ce ne serait pas le FMI, ce serait la BCE qui viendrait. Pourquoi? Parce que la France émet ses dettes en euros et on a besoin effectivement d'avoir une institution qui produit de l'euro. La question qui se pose derrière, et c'est en fait, on évolue un peu dans un cas inédit parce que ça fait 40 ans qu'on entend que la France est un État en faillite. On se rappelle d'un Premier ministre, François Fillon, qui avait dit « je suis à la tête d'un État endetté » et à chaque fois, on a l'impression qu'il est minuit moins une. Or, en fait, quand on regarde, on n'a jamais eu cette fameuse catastrophe. Mais quand on regarde les fondamentaux de l'économie française, notamment le stock de dette qu'on a aujourd'hui, avec un contexte international qui fait que mécaniquement, on va peut-être moins nous prêter, ou en tout cas à des conditions moins favorables, c'est là où on se dit qu'effectivement, ça risque de devenir un sujet. Arthur Jatteau, vous avez bu du petit lait quand vous avez entendu... pour une fois que je suis d'accord avec le gouverneur de la Banque de France et le ministre de l'économie, effectivement. En fait, je pense que vous avez cité le montant de la dette publique, 3 400 milliards d'euros. En fait, je pense que ce chiffre qui est agité comme ça, comme un épouvantail, est un mauvais indicateur du poids de la dette publique. En fait, le poids de la dette publique, il ne se mesure pas à son montant, mais à la soutenabilité, à la capacité qu'on a à la rembourser. Si on a une dette très élevée, mais qu'on est en mesure de la rembourser, ce n'est pas un problème. Et en réalité, c'est le cas de la France aujourd'hui, c'est le cas de la France depuis de nombreuses années, je veux dire de l'État français, qui n'a aucun problème à financer sa dette, aucun problème à la rembourser. Et donc, le vrai poids de la dette publique ne se mesure pas à ces 3 400 milliards d'euros, mais il se mesure plutôt aux intérêts qu'on doit payer chaque année. Pour rembourser. Qui est quand même 7% du PIB. Qui est, pardon ? 7% du PIB. C'est pas le remboursement de la dette. C'est ce que disent le gouvernement et les... C'est pas le remboursement qui est important, parce que le remboursement, c'est facile de rembourser. C'est les intérêts. C'est les intérêts. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a une dette publique rapportée au PIB qui est autour de 115% du PIB, et qu'on doit chaque année, par rapport à la production nationale, verser 2% d'intérêt. C'est beaucoup moins qu'en 2010,
alors On sortait d'une crise. Alors que la dette publique sur le PIB était à 90%. On est plus endetté aujourd'hui, mais ça nous coûte moins cher qu'avant, donc c'est moins un problème. Adélaïde Sulfi-Karbazic, ça inquiète les Français ou pas réellement cette dette ? Alors, aujourd'hui. Avant de répondre à votre question, on voit bien toute la complexité de la problématique. Et donc, je tiens à dire quand même que les Français ne sont pas des experts. Ils ne sont pas économistes comme nos deux invités ici. Et donc, effectivement, ils se prononcent sur le sujet, mais avec l'état de leur connaissance. 1 sur 2 nous dit être bien informés sur la question. Quand on les questionne plus en détail sur qu'est-ce que ça veut dire déficit public, qu'est-ce que ça veut dire dette, qu'est-ce que ça veut dire prélèvement obligatoire, ils nous disent, je vois à peu près de quoi il s'agit, mais dans le détail, c'est pas assez évident. Donc, tout ça pour vous dire qu'ils se prononcent sur la gravité de la situation, sur la préoccupation, en fonction de leur connaissance. Cela étant dit, ils sont aujourd'hui préoccupés par ce sujet. On a vu une vraie évolution, je veux dire, sur 18 mois. C'est dans leur priorité. Il y a aussi une saturation informationnelle. Oui, voilà. Depuis que le sujet est venu dans l'agenda politique et médiatique, on va dire depuis septembre l'année dernière, c'est un sujet qui s'est imposé dans l'esprit des Français et qui est passé d'un niveau de préoccupation autour, alors selon les enquêtes des différents instituts, mais selon Ipsos et BVA, on était autour de 10-12% de préoccupation en 2023. On est monté progressivement à 15, puis 20 au printemps. Et là, en cette rentrée, on est à un niveau de préoccupation autour de 30%. Donc un Français sur 3 qui nous dit être préoccupé par ce sujet, derrière le pouvoir d'achat, les questions de sécurité et la protection sociale. Et surtout, quand on leur pose la question de la gravité, on est sur 80% des Français qui nous disent la situation budgétaire française est préoccupante. Il faut agir. Alors, il y en a un qui est très inquiet quand même, c'est Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, sur le long terme et sur la signature de la France. Mais si on ne fait pas cet effort, si on ne donne pas un signal clair de crédibilité, de constance, de respect de nos trajectoires, alors à ce moment-là, à un moment donné, nous aurons un problème de crédibilité et un problème de soutenabilité. Et du coup, à ce moment-là, l'austérité s'abattra sur nous. Et ce n'est pas l'effort, l'austérité. Alors Thierry Château, c'est vrai que sur le long terme, il y a quand même des investisseurs étrangers qui ont une partie de notre dette. On se dit, est-ce qu'on peut continuer comme ça ? C'est notre image aussi à l'étranger. Si vous voulez, il y a quelques jours encore, l'État français a émis des titres de dette publique et a eu beaucoup plus de demandes que souhaité. Donc, ce qui montre qu'il y a une attractivité de la dette publique française aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème de financement de la dette publique. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait jamais y en avoir. Mais pardon, ça veut dire qu'on peut avoir 4 000 milliards demain ou 5 000 milliards, ça ne pose si pas de on est en problème. capacité de les rembourser, on peut augmenter la dette. Aujourd'hui, on est en capacité de les rembourser et on pourrait aussi agir sur le levier fiscal pour dégager des marges de manœuvre budgétaires. On en parlera après. On en parlera. Oui. Erwan Tison. Non, mais la vérité, c'est qu'il y avait un débat chez les économistes il y a une quinzaine d'années disant que 100%, c'était l'horizon indépassable. Oui. On s'est rendu compte que finalement, c'était dépassable. Oui. Le problème, c'est que actuellement, l'économie française, notamment via sa dette, elle chute. Tant qu'on n'a pas touché le sol, on se dit que c'est pas grave. La vraie question qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est normal que la dette française continue d'augmenter en temps de paix et en temps de non-crise. C'est quand même aujourd'hui, on a quand même une dette française qui augmente, alors que la dette, c'est pas une mauvaise chose en soi. La dette, c'est un outil. Oui. La dette, c'est un outil qui permet justement, quand il est bien utilisé, de potentiellement faire des investissements, de potentiellement reconstruire un pays comme ça a été le cas. Or, aujourd'hui, la dette, on l'utilise pourquoi ? Depuis 2017, on le sait, la Cour des comptes nous l'a dit, quasiment la moitié de la dette a été utilisée pour financer les retraites, pour financer notre modèle social. L'autre moitié, en tout cas, participe à financer du fonctionnement. Donc, on n'est pas du tout en train d'investir dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des routes ou faire un grand plan piscine, comme l'appelait avant votre invité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de financer à crédit des dépenses qui sont exclusivement tournées vers le présent. Or, ces dettes-là vont, ce déficit va augmenter notre dette à venir et qui lui-même va amputer notre capacité demain à réagir. Et donc vous ciblez principalement les retraités. Oui, parce que c'est la moitié. Mais si c'est la moitié de la dette. C'est la moitié de l'augmentation. La moitié des 1000 milliards d'augmentation depuis 2017 est imputable à la dette. Le problème, c'est que la dette a été très utile pendant le Covid, a été très utile pendant la crise ukrainienne, même si on pourra reparler de l'utilité de faire des chèques énergie ou des chèques retouches pour les chaussettes. Le problème, c'est qu'on a quand même demain, on est dans un monde de plus en plus incertain. Si on est amené à remobiliser l'outil de la dette et que malheureusement, on a une dette qui est à 3,5, 4% de taux d'intérêt, voire 5 ou 6, comme nous le prédisent certaines Cassandres, et ben on ne pourra plus le mobiliser comme on l'a fait. Sur les retraites, Adélaïde Sulfi-Karbazic, est-ce que les retraités français sont prêts à faire cet effort-là au nom d'une solidarité intergénérationnelle, pour diminuer la dette ou pas, dans ce que vous notez de l'opinion ? Alors, dans ce qu'on observe de l'opinion, c'est ce que je disais, les Français sont conscients de la gravité de la situation et pensent qu'il faut agir, mais c'est là qu'on est dans... Mais c'est pas eux qui doivent agir, voilà, c'est l'autre. C'est toute l'ambiguïté de la situation. Même les retraités.
On l'a vu d'ailleurs dans le reportage en introduction. On voit bien que, avec les retraités, notamment ceux qui ont les petites retraites, disent c'est aux retraités les plus aisés. Et globalement, ce qu'on observe, alors je pense que ça rejoint le point que je mentionnais en introduction d'un problème de peut-être méconnaissance, en tout cas de connaissance insuffisante des tenants aboutissants du débat pour les Français. Cette question justement de la place des retraites, je pense qu'elle n'est pas connue. Et ce que les gens ont en tête, c'est que globalement, la dette et les déficits publics, c'est à cause du train de vie de l'État. Et qu'il faut réduire d'abord le train de vie de l'État, réduire le nombre de fonctionnaires. Et donc, c'est la principale poche d'économie. Si ensuite, il faut faire avoir d'autres variables, ça peut être, par exemple, effectivement, faire peser l'effort, notamment en termes de fiscalité, sur les ménages les plus aisés. Alors ça, c'est évidemment pas ce que disent les ménages les plus aisés. Mais voilà. Et donc, les retraités, j'ai envie de dire que certains vont dire OK, mais pas moi, plutôt ceux qui ont des grosses retraites. Et vous allez dire quoi, Arthur Jatteau ? Moi, j'ai envie de dire que je les comprends, les Français et les Françaises, parce que c'est ce qu'on leur bassine, c'est ce que les hommes et les femmes politiques leur bassinent à longueur de journée, le train de vie de l'État, le mur de la dette, etc. Sauf que la réalité n'est pas celle-là. Depuis 2017, le ratio de dépenses publiques rapporté au PIB n'a pas bougé. D'accord, n'a pas bougé. Ce sont les chiffres de l'INSEE. De 2017 à 2024, ce n'est pas les dépenses publiques qui ont explosé, ce n'est pas le train de vie de l'État. Donc on laisse les retraités tranquilles. On laisse les retraités tranquilles. Y compris les plus aisés, ceux qui gagnent plus que le salaire médian, par exemple. En fait, je suis d'accord pour taxer davantage les plus aisés de manière générale. Il n'y a pas de nécessité à viser les retraités en particulier. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce sont les recettes publiques qui ont diminué d'environ 2,5 points de PIB chaque année depuis 2017. Donc on part de 60-70 milliards d'euros par an. Sur 7 ou 8 ans, ça fait beaucoup d'argent. Les baisses d'impôts, vous voulez dire ? Les baisses d'impôts, exactement. Donc le problème, il est du côté de la diminution des recettes publiques et pas du côté des dépenses publiques. Ça ne veut pas dire que toutes les dépenses publiques sont bonnes, etc. Mais le vrai problème est du côté des recettes. C'est pas ça qui explique la dette, parce que effectivement, s'il y a eu un déséquilibre depuis 2017, notamment à cause de la baisse de la taxe d'habitation qui nous a fait perdre quasiment 25 milliards d'euros par an et qui n'était pas financé, le problème de la dette ne date pas de 2017. On n'a eu aucun budget en équilibre depuis 1974. C'est-à-dire que moi, de mon vivant, je n'ai jamais connu un budget. Parce que quasiment personne autour de cette table n'a connu un budget en équilibre. La vraie question, en fait, c'est la question sous-jacente, on parle des retraites, mais c'est le financement de notre modèle social. Il va y avoir 80 ans cette année, et il se trouve qu'en fait, malheureusement, il a été fait sur une croissance continue de l'économie et de la population. Or, cette année, on a quand même, vous avez vu les chiffres cet été, on a connu plus de décès que de naissances, et on a une croissance atone qui est aux alentours d'1%. Donc, mécaniquement, on a créé quelque chose dont les caractéristiques de mouvement ne fonctionnent plus aujourd'hui avec le cadre dans lequel il évolue. Erwan Tison et vous deux, gardons du temps pour se demander si les entreprises doivent faire un effort. On voit ça avec vous, Anna. Ça pourrait avoir du sens, d'autant qu'un rapport sénatorial qui est paru à la mi-juillet montre que les grandes entreprises françaises ont touché 211 milliards d'euros d'aide publique en 2023 grâce à tout un tas de dispositifs, 2000 au total. Là où ça coince, c'est quand ces entreprises, elles envisagent ensuite de licencier une partie de leurs effectifs après avoir bénéficié de ces aides et en affichant dans le même temps des bénéfices et des dividendes records. Et je pense notamment à des entreprises comme Michelin, ArcelorMittal, LVMH. Et donc, les rapporteurs de cette commission d'enquête préconisent de faire le ménage, de mettre un peu d'ordre là-dedans et de diviser par 3 non seulement les allègements fiscaux, mais les subventions accordées aux entreprises d'ici 2030. Et pourtant, dans la présentation de François Bayrou à la mi-juillet sur les pistes du budget 2026, lui avait plutôt fait le choix d'épargner la compétitivité et les entreprises au motif que justement, elles subissaient déjà des prélèvements obligatoires très élevés. Par exemple, la contribution exceptionnelle de 8 milliards d'euros en 2025 ne va pas être reconduite en 2026. Et quand on interroge maintenant le patron du MEDEF ce matin, Patrick Martin, à ce sujet, pour lui, pas question que les entreprises contribuent plus, c'est plutôt aux autres de faire l'effort. On l'écoute. Il faut quand même se sortir de la tête que les entreprises françaises ne contribuent pas déjà massivement, mais on fait des efforts tous les jours. 56% des Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Il y a 57% des Français qui perçoivent plus de prestations qu'ils ne contribuent. Et les entreprises, en regard, sont les plus taxées au monde. Alors Arthur Jatteau, est-ce que vous pensez que ce serait injuste de faire contribuer davantage les entreprises à l'effort budgétaire ? Non, je pense que ce serait nécessaire. Le chiffre de plus de 200 milliards d'aides publiques aux entreprises, il est très élevé. Qu'il faille aider les entreprises, pourquoi pas ?
mais avec des contreparties. Le problème de ces exonérations de cotisations sociales en particulier, c'est qu'on distribue beaucoup d'argent aux entreprises sans demander de contrepartie. Et d'ailleurs, c'est très difficile, ce chiffre a été très dur à obtenir, on ne sait pas bien exactement quelles sont... Ça, c'est la tranche haute, voilà. Il y a une tranche basse qui est plutôt à 100 milliards d'euros. On a du mal à savoir l'argent qu'on donne aux entreprises, mais surtout, ce qu'on sait, c'est qu'il y a très peu de contreparties en face. Et donc, il faudrait des contreparties, notamment en termes de création d'emplois. Ça me semble évidemment nécessaire. Erwan Tison, qu'est-ce que vous pensez sur la contribution des entreprises ? Ce chiffre qui a été sorti effectivement par le groupe communiste, donc il n'est pas neutre, il est issu d'une vision militante. Il a été extrêmement critiqué par beaucoup d'économistes, notamment des économistes de gauche. Je prends par exemple le cas de Gilles Raveau, économiste atterré aussi, qui est professeur à Paris 8, qui l'avait critiqué. D'autres économistes de gauche l'avaient fait aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on confond des choux et des carottes dedans. Il y a, par exemple, les prêts qui sont accordés par la BPI sont considérés comme des aides aux entreprises. Et si on les enlève, il y a quand même 100 milliards d'euros. Si on enlève ces prêts oui, de mais la quand BPI. on regarde, c'est très intéressant ce que vous dites, quand on les enlève, on remarque que les entreprises françaises sont encore contributrices nettes de plus de 350 milliards d'euros par an à l'économie française. Donc la question, c'est quand on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière ces aides, est-ce que le fait d'aider Duralex, par exemple, dont on s'est tous gargarisé aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui doit être supprimé ? Qu'on se dise... C'est une ouvert très célèbre. Voilà. C'est une ouvert très célèbre, mais est-ce que, du coup, cette aide, est-ce qu'elle est indue ou pas ? Est-ce que quand on octroie une aide, on va dire, une baisse de cotisation sociale pour les personnes qui sont au SMIC, sans ça, elles ne seraient pas recrutées parce qu'elles ont une productivité marginale qui est inférieure à la rémunération. Donc, du coup, on crée quelque part un emploi plutôt que de maintenir une personne au chômage. Est-ce que c'est indu ou pas ? La question que je préfère voir derrière, c'est, et d'ailleurs la plupart des entreprises vous dites, supprimez les 100 milliards ou 110 milliards d'aides aux entreprises. Par contre, de l'autre côté, supprimez-nous les 150, 200 milliards qu'on a de taxes, d'impôts sur les productions, dont un différentiel direct net de 90 milliards avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'au 1er janvier de chaque année, les entreprises françaises ont 90 milliards d'euros de taxes en plus, sans avoir fait le moindre euro de bénéfices par rapport à leurs voisins. Donc elles sont déjà trop taxées. Disons on taxe l'outil de travail aujourd'hui en France. Malheureusement, on la taxe à la production, c'est-à-dire que vous taxez avant d'avoir réalisé le moindre bénéfice. Donc c'est difficile de réindustrialiser dans ces Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que les Français, au moment du Covid notamment, ils se sont rendus compte de ce que l'État était capable de donner pour leur venir en aide. Ils ne réalisent pas aujourd'hui que peut-être ils doivent à leur tour dire j'ai beaucoup reçu, je dois donner un peu. Ça, j'ai eu le quoi qu'il en coûte. C'est pas du tout dans leur manière de penser. Intégré. Je crois que j'ai des chiffres sur justement une sorte pas de dichotomie, mais en fait, les Français ont, pour plus de la moitié d'entre eux, le sentiment de davantage contribuer au système que d'en bénéficier. Donc, Toujours. Malgré ces crises. Toujours aujourd'hui. Alors, quand je vous dis une moitié, ça veut dire qu'on est effectivement sur 54%. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une partie assez significative qui a conscience de pouvoir de bénéficier du système. Mais globalement, quand même, l'idée majoritairement répandue, c'est que ce ne sont pas à eux de faire l'effort. Et par rapport à la question des entreprises, on a une majorité de Français qui considèrent que les entreprises devraient contribuer davantage, à la fois par la fiscalité, en augmentant la fiscalité sur les entreprises, et en réduisant les différentes aides attribuées aux entreprises. Alors, c'est pas porté de la même manière par l'ensemble des Français. Plus on est à gauche, plus on considère que les entreprises devraient contribuer. Parce qu'aujourd'hui, les Français ont le sentiment que les entreprises ne contribuent pas assez à cette question de la dette. Alors, on va évoquer avec vous trois une autre idée, un grand emprunt pour financer la dette. On va voir ça à travers notre archive. Ça a été faire donc appel à l'épargne des Français. Ça a été fait à l'époque du plan Balladur, à plusieurs reprises. Donc, mais là, c'était en 93. Regardez. Il le confirme, c'est un succès. Comme ici ce matin, dans une prestigieuse agence des Champs-Élysées, les professionnels de la banque n'ont aucune inquiétude. Motivation civique ou tout simplement économique, le public répond bien à un emprunt d'État très attractif. Je pense que c'est un élément favorable pour aider le redressement de la France. Compte tenu de la baisse du rapport des SICAV monétaires, il risque de devenir intéressant. Vous pouvez faire des échanges. 93, bonjour. Depuis hier, ça crépite. 2500 appels environ. Les Français se ruent tout spécialement sur leur téléphone après le passage d'un spot radio ou télé sur l'emprunt Balladur. Questions techniques en tout genre, questions fiscales surtout. C'était 40 milliards de francs à l'époque. Oui. Arthur Jatteau, vous pensez qu'il y aurait le même succès aujourd'hui sur un emprunt, au moment où les Français, justement, peuvent avoir un doute sur la signature de l'État français, de leur pays ? Alors, en tout cas, moi, je pense qu'il y aura un besoin. Et en fait, votre question, elle est presque provocatrice, parce que, c'est-à-dire, on dit qu'il y a 3400 milliards de dettes, et vous nous dites, est-ce qu'on ne referait pas un autre emprunt derrière ? Moi, je vous dis que oui, les besoins sont là, en termes sociaux, en termes économiques, en termes éducatifs. Il y a besoin de construire des universités, il y a besoin de construire des hôpitaux. Et puis, il y a bien sûr la transition écologique.
écologique qu'il y a derrière. Donc, comment la financer? Il y a nécessairement un besoin de financement de ce point de vue-là. Vous êtes d'accord avec le Parti communiste qui dit 500 milliards d'investissement, c'est ça qu'il faut, c'est ce que vient de dire Fabien Roussel. Alors, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut qu'il y ait un investissement. Milliards. Et juste pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, un budget d'un État à l'équilibre, c'est un non-sens économique. Il faut du déficit pour investir. La plupart des économistes que je connais, même ceux qui ne sont pas à gauche, pourraient le dire. Il faut emprunter pour investir. Pour faire baisser la dette, et c'est ce que la France fait depuis plusieurs décennies. Si on regarde, il y a juste au moment des crises où on est obligé de financer le train de vie de l'État, entre guillemets, par l'emprunt. Sinon, c'est pour l'investissement. Sinon, c'est pour l'investissement. Quand on regarde les dépenses d'investissement, notamment les dépenses fondamentales et incrémentales, on remarque en fait depuis les années 70, avant l'État supportait les 2/3 de l'investissement national. Ça a donné le Concorde, le TGV, le nucléaire, etc. Et en fait, l'État s'est énormément désengagé de la part de ces investissements-là. Et maintenant, l'investissement repose aux 2/3 sur les entreprises. C'est le secteur privé aujourd'hui qui investit, notamment grâce aux différentes incitations qui sont liées Quand vous entendez votre voisin vous dites c'est dangereux, c'est fou ce qu'il dit, ou vous dites oui, on peut changer notre logiciel? Mais oui, de toute façon, il faut changer notre logiciel. Bon, mais alors, et pourquoi ça ne serait pas celui-là? Parce que moi, c'est un investissement. Parce que malheureusement, c'est pas moi qui décide. Mais, vous seriez d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut lancer des grands investissements? Bien sûr qu'il faut lancer des investissements massifs. Donc le rapport on a les moyens. Fouze nous explique qu'il faut 65 milliards d'euros par an pour la transition écologique. Les rapports du Conseil à la productivité nous disent qu'il faut 30 milliards d'euros dans l'éducation, dans la formation, etc. Il nous faut 100 milliards d'euros par an. Or, aujourd'hui, on a 140 milliards d'euros de déficit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve 240 milliards d'euros pour financer ce nouveau monde. On ne pourra pas le faire avec un modèle social suranné qui a plus de 80 ans, avec effectivement des strates administratives qui sont beaucoup trop importantes. Alors que votre voisin dit que c'est un modèle égal, si je comprends bien. Là-dessus, ayons un débat de long terme, mais je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on ne peut pas continuer comme ça c'est sûr. Surtout vu les grands enjeux qui sont devant nous, et on ne pourra le faire que si on ose avoir le courage de supprimer l'existant pour aller vers quelque chose de nouveau. Une dernière question. En 1945, la France avait atteint une dette publique estimée à 160% du PIB. C'est vrai que quand les Français voient ça, ils disent bon, on s'en sortira. Est-ce que quelque part ils se disent bon, on n'a qu'à mettre un gouvernement d'experts demain qui va pouvoir gérer le pays, on va s'en sortir? Est-ce que c'est les choix politiques qu'ils condamnent, leur politique? Ah oui, ce sont les choix politiques, clairement. Ce sont les politiques et les différents gouvernements successifs qui tiennent comme responsables de la situation actuelle. En revanche, ils n'entrevoient pas vraiment de lumière au bout du tunnel. Ils nous disent qu'il n'y a pas vraiment de force politique qui est en capacité demain de résoudre la situation. Et quant à l'idée de... Je pense qu'il y a besoin d'investissement, ils le disent, il y a une demande sociale très forte. Je pense qu'il y a aussi un besoin de retrouver de la fierté nationale à travers des investissements pour avoir le sentiment de sortir un peu du déclin et du déclassement que les Français condamnent. Mais ils renvoient dos à dos les partis. Oui, globalement, ils disent que le RN ferait un peu mieux que les partis de gauche, mais ferait pas beaucoup mieux que la majorité actuelle, que le gouvernement actuel. En revanche, je ne suis pas sûre qu'ils auraient suffisamment confiance pour pouvoir se lancer dans un emprunt. Je pense qu'il y a une peur et qu'il y a un manque de confiance qui fait qu'en tout cas, si on lance 50 emprunts aujourd'hui, il n'aurait sans doute pas le même succès qu'il a pu rencontrer dans les années 70. Vous êtes une hypothèse, Arthur Jattot? Alors, moi, il y aura une frilosité? Je pense... engagement? Non, j'en suis pas sûr. La parole de l'État français, elle vaut très cher aujourd'hui sur les marchés financiers. Et d'ailleurs, à ce titre-là, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé. Mais en conclusion, c'est de dire qu'on peut penser financer la dette publique hors des marchés financiers, comme on l'a fait dans les années 50, 60, 70, avec un secteur public bancaire plus fort, qui nous permettrait de ne pas être assujettis aux marchés financiers, aux notes des grandes agences de notation. Eh bien, écoutez, merci pour toutes vos hypothèses, vos pistes de travail. J'espère que vous avez été écoutés là où il faut, par qui il faut. Merci encore d'être venu débattre. L'actualité vue par Xavier Maudu, Marie Bonisseau dans un instant. Un geste historique et réparateur pour Madagascar. La restitution par la France de 3 crânes, 3 restes humains, comme on dit, appropriés lors de la colonisation à la fin du 19e. Et choisirez-vous vos programmes en fonction de votre signe astrologique. Écoutez, c'est le pari de la plateforme Netflix. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Burning Man, le festival dans le désert du Nevada aux États-Unis. Une utopie hippie, devenue en 15 ans une obscénité VIP. Burning Man s'autoconsume, c'est entendu. C'est quoi le festival Burning Man? C'est le Burning Man. Le festival Burning Man. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Burning Man, du vieil anglais Brenning, brûlant, et Man, l'homme, traduisible par l'homme qui brûle, désigne un festival de contre-culture qui a lieu chaque dernière semaine d'août dans le désert du Nevada. Depuis dimanche et jusqu'au 1er septembre, au moins 70 000 néo-babas iront s'encanailler dans le sable, avec en clôture la mise à feu du Burning Man.
Ce bonhomme de 25 mètres est immolé à la fin du festival, sans raison particulière, sinon pour célébrer le solstice d'été, et lors de la première en 1986, enterrer le chagrin d'amour de l'un des 2 fondateurs du festival. À l'époque, sur une plage de San Francisco, l'homme en feu avait rapidement attiré les badauds et les applaudissements. Les 2 compères, à l'origine de ce rassemblement d'expression libre, ont répété l'événement chaque année jusqu'en 1990, quand le raout a dû migrer vers le désert du Nevada, où il se tient toujours, contre tempête de sable et déluge. Dans ce camping géant en forme de sphère aux allées géométriques, on amène son eau et on fait du troc. Mais comme son effigie de bois, l'esprit arty communautaire des débuts est en cendres. Le billet d'entrée varie de 950 à 3000 $. Les burners, les participants, se livrent à des activités à la noix, comme se balader dans le désert sous LSD déguisé en raton laveur, ou à des orgies dans un dôme dédié après une longue file d'attente. Burning Man est régi par 10 principes sociaux écolos que viennent fumer derrière les cyprès les groupes électrogènes qui ronflent H24, le carré VIP climatisé pour influenceurs et nababs de la tech ou les divers récits d'agressions sexuelles. Et sur les applis de dating, le critère « burner s'abstenir » fait florès. Burning Man, entre la bonne poire et le désert. Il s'est surpassé. Bravo Thibault Nolte. Retour de Marie Bonisseau, Xavier Mauduit lors de vos chroniques. Cher Xavier, hier, en application de la loi de 2023 sur la restitution des restes humains, quelle vilaine expression d'ailleurs, la France a rendu 3 crânes, dont celui d'un roi, peut-être, possiblement, à Madagascar. Exactement. C'est une histoire qui nous conduit dans la nuit du 29 au 30 août 1897, Elisabeth, quand les troupes coloniales françaises attaquent Mbiki. C'est la capitale du Ménabé. Ça se trouve à l'ouest de Madagascar. C'est là que vivent les Sakalava. C'est la tribu la plus guerrière de Madagascar. En tout cas, c'est ce qu'écrit le général Gallieni, gouverneur général de Madagascar, dans un ouvrage sobrement intitulé « La pacification de Madagascar ». Mais bien entendu, il n'y a rien de pacifique dans cette histoire-là. L'expédition française n'est qu'une suite de violences. Et face à l'avancée des troupes françaises, ce sont principalement d'ailleurs des tirailleurs dits sénégalais. Le roi Touera, donc un Sakalava, préfère déposer les armes, mais le colonisateur ne l'entend pas ainsi. La population est massacrée, le roi est tué et décapité. Et il y a combien de morts? Alors, ça fait débat en France, parce que quand on apprend ce massacre, on veut savoir. Alors, les militaires se justifient, disent moins d'une centaine de morts. Et puis, quand vous regardez les autres chiffres, vous arrivez à plusieurs milliers de morts. Le crâne du roi est prélevé, celui de guerrier aussi qui était autour de lui. Tout ça, c'est envoyé en France comme des trophées militaires morbides ou alors comme des objets scientifiques tout aussi morbides et surtout racistes. Alors, ces crânes finissent leur chemin au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, où ils sont conservés. Il y avait le crâne de ce roi, un Touera, qui, présumé, mais qui vient d'être rendu. Vous savez, nos collections publiques conservent des milliers, des dizaines de milliers de restes humains issus de la colonisation, avec une forte portée symbolique, parce que si vous prenez le cas des Sakalava, c'est pas juste un crâne, c'est-à-dire que les Sakalava prenaient le corps du roi défunt et en faisaient un reliquaire, donc c'est important pour la dignité royale. Mais dans tous les cas, ces restes humains sont considérés par les populations dont ils sont issus comme les restes de combattants, de résistants à la colonisation. Vous savez, cette question de la restitution, on peut le dire de manière assez simple. Quel conquérant ose conserver dans des cartons à côté d'animaux empaillés, de tableaux, de meubles, le corps de son ennemi vaincu? Donc là, c'est l'heure de la restitution pour la justice, pour le respect, simplement pour l'honneur face à l'horreur. Merci, cher Xavier. Marie, la plateforme Netflix propose de vous aider, de nous aider à choisir nos films en fonction... Quoi? Des étoiles? Oui, des du signes astrologie. Voilà, c'est ça. Donc je vais obéir. Désormais, je vais inviter que des Verseaux chez moi pour des soirées vidéoprojecteurs où on sera dans le canapé à tremper des petites carottes dans du houmous. Voilà, Benjamin, du vin. vous êtes invité chez moi à regarder des films. Alors, on doit regarder, si on en croit Netflix, comme on est des Verseaux et que donc nous sommes des êtres venus d'ailleurs, on a le choix dans les films. On a Interstellar, Star Trek ou Men in Black 3. Voilà, il n'est pas très bon. Mais voilà, c'est les films qu'on nous propose sur Netflix. Et c'est un tout nouveau service qui vient d'être lancé, ça s'appelle Astrology Hub. Et ils essayent de répondre au plus grand problème de l'être humain contemporain, c'est la paralysie décisionnelle.
Quand vous regardez la télé, c'est très simple, vous n'avez rien à faire. On vous envoie des émissions comme ça, il y a un flux. De bonnes émissions, voilà, d'excellentes émissions, dont l'ordre a été décidé quelque part dans un immeuble d'Arte, dans un salon rempli de moquettes blanches. Bon, le contraire. Au contraire, j'en sais rien. Quand vous regardez Netflix, vous avez beaucoup de choses à faire, c'est très dur, il faut choisir, farfouiner, cliquer dans une immense vidéothèque de contenu. Et ça paralyse énormément de gens qui ont le vertige du choix. C'est pourquoi Netflix et les autres géants du streaming se sont mis très rapidement à influencer nos décisions. Par exemple, en mettant en avant les films, les nouveautés. Bon, bah, c'est nouveau, j'ai peut-être envie de le regarder. Ou les films qui ont le plus de succès. Bon, bah, je vais regarder comme tout le monde. Ou alors, les films que vous allez peut-être aimer parce que vous avez aimé d'autres films. Et maintenant, donc, nouveau critère, les films, parce que, voilà, comme ont été les étoiles le jour de votre naissance. Alors, ça peut faire sourire, cette idée de diviser grossièrement le public en 12 groupes du Zodiac. Ça peut même sembler un peu superficiel et étonnant, parce que Netflix nous connaît très bien. Ils ont des données, bah oui, très fines et assez personnalisées sur nos goûts, sur nos dégoûts. Mais si, en fonction de des films qu'on regarde. Mais... en fait, cette initiative, elle correspond au grand retour en grâce de l'astrologie chez les jeunes générations, les Y, les Z, si vous voulez vraiment des lettres. Un sondage, l'IFOP, en 2022, révélait qu'en France, la moitié des 18-24 ans considèrent l'astrologie comme une science. Oh zut. Donc, on s'en sert aujourd'hui activement comme un outil de réflexion, d'introspection. C'est souvent l'astrologie, ça devient souvent plein de symboles, un support en fait pour essayer d'explorer ses émotions et accompagner ses décisions. Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce qu'on met comme film sur l'ordinateur ce soir? Alors Elisabeth, vous êtes Bélier. Squid Game, je suis sûre que vous allez adorer. C'est un jeu de massacre sud-coréen. Mais si, vous êtes obligé. C'est parce que vous êtes Bélier. Anna, Lion. Toujours sur le devant de la scène. Vous allez pouvoir regarder Emily in Paris. Et puis Xavier, Balance, loyal à l'amour comme à la guerre. Vous avez de la chance parce que Netflix vous joue Peaky Blinders. Ah bien. Des mafieux de Birmingham. Il n'y a pas un film français dans votre tas, là? Non, c'est Netflix, c'est pas moi. Ça vous va bien, Peaky Blinders. Film français, c'est sur Arte. Entre autres, excellent film. Ah, merci, chère Marie. Merci à tous. Eh bien, écoutez, on se retrouve demain à 20h05. Meine Liebchen. Tchuss.